Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 4 juin 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant géopolitique et avocat. Aujourd'hui, je produis cette vidéo à des fins d'éducation populaire. Par conséquent, je ne sollicite aucun mandat puisque je suis avocat et aucune contribution de quelque nature que ce soit. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule SAD, S-A-D, du mot anglais sad, qui signifie triste, et dont j'ai fait un acronyme pour dire SAD, en français comme en anglais, comme acronyme, S pour sexe, A pour arms et D pour drugs. Donc, un acronyme autant français qu'anglais pour désigner le sexe, les armes et la drogue. Les opinions que je vais exprimer dans cette vidéo sont mes opinions personnelles. J'ai travaillé pendant 28 ans pour les services correctionnels, pour lesquels j'ai reçu une médaille du gouverneur général. J'ai travaillé aussi pour les victimes d'actes criminels, pour lesquels j'ai reçu une médaille. Ma spécialité pour le service correctionnel, par le fait de mon lieu de travail, c'était dans les dossiers de grand banditisme. J'ai travaillé au chapitre des programmes de réhabilitation pour les héroïnomanes, les libérations conditionnelles et la gestion correctionnelle, disons, dans son ensemble, ce qui comprend aussi la gestion de pavillons ou de rangées dans les pénitenciers fédéraux, nommément l'établissement Leclerc, pendant 18 années, dans les dossiers de grand banditisme. Donc, voilà, je vais vous parler du SAD. Et pour bien m'exprimer sur le plan logique, me bien faire comprendre, imaginez les équations de l'algèbre élémentaire. Là, vous avez les numérateurs, n'est-ce pas? Donc, vous avez le numérateur sexe, arms, drugs, et le dénominateur commun qui s'appelle le control. Ça égale dominance. La dominance. Donc, la dominance égale sex arm control sur le sex arm drugs plutôt sur control. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'où l'importance de la notion de contrôle. Derrière tout ce qui s'appelle drogue, sexe et armes, la notion de contrôle. Qu'est-ce que veut dire le contrôle? Le contrôle, c'est à lire un peu et à comprendre un peu beaucoup en opposition à la notion de propriété. Vous pouvez être propriétaire d'un lieu, avoir l'usus, c'est-à-dire l'utilisation du lieu, une propriété foncière, une propriété mobilière, un bien, une automobile par exemple. L'usus, dont vous l'utilisez. Le fructus, vous en retirez des fruits. Si vous avez des pommiers sur votre propriété, ben vous avez le droit d'en retirer les pommes. Et finalement, l'abusus, la possibilité de vendre votre propriété. N'est-ce pas? Évidemment, vous pouvez avoir la propriété, mais ne pas avoir le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle? On prend un exemple, les propriétés autochtones, en vertu des traités autochtones, des territoires autochtones. Les Autochtones peuvent utiliser, en retirer les fruits, la chasse, la pêche, mais ils ne peuvent pas vendre. En d'autres termes, ils sont privés de l'abusus qui a été déterminé par la couronne, et cette couronne a le contrôle. Qui a le contrôle? Bien, c'est au Canada, c'est simple. Avant 1867, c'était les gouverneurs militaires et l'armée britannique. À partir de 1867, ce sont des régiments de milices répartis un peu partout, mais il n'y avait pas vraiment une force armée régulière avant les années 60. Donc, fondamentalement, c'est la Gendarmerie royale du Canada qui est la succession des Redcoats. Les Redcoats militaires d'avant 1867, la Gendarmerie royale et Redcoats après 1867. Donc, c'est cette idée de contrôle. Le contrôle, fondamentalement, ça relève, bien sûr, c'est l'expression du travail de police,
du travail de l'armée, la protection du territoire, l'armée, en raison de menaces extérieures. La menace intérieure, c'est le travail de la police. Et là, on parle évidemment du système de justice criminelle à l'interne. Et à l'externe, on parle de la défense et des relations extérieures du Canada, du territoire par rapport aux partenaires ou voire aux menaces à l'extérieur du territoire. Donc, le contrôle. Il faut comprendre que cette notion de contrôle remonte au Moyen Âge et est une extension, si vous voulez, l'expression de la common law publique et finalement de la puissance du monarque, l'expression, si vous voulez, de la reine qui est la chef de l'État, mais qui est aussi la chef de nos forces armées. Évidemment, pour les politiciens, quand on parle de monarchie, ça a une portée purement symbolique et ça ne veut absolument rien dire, ce qui est faux. Je reviendrai là-dessus, j'ai fait des vidéos sur la monarchie, l'importance de la monarchie au Canada, n'est-ce pas, par rapport à un régime républicain. Bon, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le but, évidemment, du contrôle, c'est de maintenir la paix sociale, de maintenir les bonnes relations, ce qui favorise, bien entendu, la stabilité politique et économique et qui revient finalement à contrôler les comportements. On veut s'assurer du contrôle des comportements. Évidemment, ce contrôle peut prendre des formes parfois un peu bizarres, audacieuses, sinon à la limite de la légalité, selon les partis politiques qui occupent la fonction exécutive dans le pays. Évidemment, on sait que les libéraux là-dessus ont des visions bien différentes des conservateurs. Évidemment que lorsqu'on aborde la question du SAD, on aborde aussi la question de l'économie souterraine et des paradis fiscaux. N'est-ce pas? On sait que la monarchie britannique entretient des paradis fiscaux que sont les îles comme par exemple les Bermudes ou les îles Jersey, enfin, toute une série de territoires. On en retrouve aussi en Europe avec le Andorre, le Liechtenstein, Monaco, etc., qui servent finalement de paradis fiscal et où les banques opèrent à société. Bon, maintenant, voilà, je vais aborder comme tel maintenant la question du SAD. Je vais commencer par les drogues. En ce qui concerne les drogues, pour la compréhension pour une meilleure compréhension de votre part de mon exposé, voici. Je vais les diviser en deux catégories. Les drogues au sens large, très très large, et les drogues au sens de l'annexe du Code criminel canadien, une annexe qui évolue là, très rapidement d'une année à l'autre. Bon. Au sens large, ce qu'on entend par drogue, c'est toute substance qui modifie ou qui peut modifier le comportement ou qui peut avoir un impact sur le comportement. Au sens large, à l'époque, lorsque j'avais fait une formation à Kingston sur la question de la dépendance à certaines substances, ce qui m'avait frappé, c'est qu'une des intervenantes nous avait mis en exergue le fait que le café, par exemple, est une substance qui a un impact sur le comportement. Donc, au sens large, on peut dire que même si le café est considéré peut-être comme un aliment, il reste que c'est un aliment qui a un impact sur le système nerveux. Et on le voit dans les milieux de travail, parfois, que lorsque les gens sont en surdose de caféine, eh bien, les esprits s'excitent et il y a un climat d'hystérie qui peut s'installer. Là-dessus, il y a des études qui ont été faites par des psychologues, des spécialistes. Donc, les drogues au sens large, on pourrait comprendre le café, certainement le tabac, l'alcool bien entendu, et maintenant on pourrait rajouter le cannabis. Il faut comprendre que sur tous ces éléments, ces drogues au sens large, ce qui comprend aussi les drogues au sens large, les drogues illégales sur lesquelles nous allons revenir, mais qui font partie de la deuxième catégorie. Donc, sur les drogues au sens large, mais acceptées socialement et légalisées, le gouvernement tire des taxes, des revenus importants qui servent entre autres à financer les soins de santé, une santé qui est justement détériorée par ces drogues, ce qui n'a aucun sens. C'est là qu'il faut réaliser ça fonctionne pas. Là. Hein, on taxe le tabac, on taxe l'alcool, on taxe le cannabis,
Bon, évidemment, le café, c'est un peu à part, là. Ou les substances connexes au café, comme les chocolats, etc. Ce qui est important de noter, par contre, c'est que il y a certainement un déséquilibre entre les revenus que rapportent ces substances versus le coût des soins de santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est évident que le gouvernement, passez-moi l'expression pour parler en bon québécois, ils sont dans le trou, n'est-ce pas, par rapport à la taxation de ces substances. Et que finalement, ce serait beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace de simplement les interdire. Maintenant, l'interdiction des drogues, ça c'est un sujet qui est très délicat parce que dans les départements de criminologie et dans les médias, on entend depuis 1 ou 2 décennies que la lutte contre les drogues, c'est un échec total, qu'il vaut mieux légaliser, traiter ça comme des questions de santé publique, etc., etc. Donc, vous voyez un peu le discours de la gauche, là, qui est bien implanté dans le milieu universitaire et qui me fatigue parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ayant travaillé pendant 28 ans dans les dossiers de grande criminalité, moi, je peux vous dire ceci publiquement, c'est que la lutte contre les drogues est un sophisme. C'est-à-dire que la lutte contre les drogues, elle est efficace, elle donne des résultats, et que si on devait abolir, légaliser les drogues, toutes les drogues, eh bien, ce serait comme l'équivalent de légaliser le meurtre. Mais il n'y a pas personne qui va remettre en question le fait qu'on ne peut pas légaliser la fraude, on ne peut pas légaliser le meurtre, on ne peut pas légaliser la violence conjugale, on ne peut pas légaliser l'agression sexuelle. C'est toujours à recommencer, c'est un combat qui est toujours à faire. La lutte contre les drogues, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai le plus grand respect pour la DEA, Drug Enforcement Administration américaine, qui ont d'ailleurs un bureau à Ottawa, et qui lutte à l'international contre les drogues. Donc, ce qu'on enseigne dans les universités à savoir que la lutte contre les drogues est un échec total, blablabla, bla, 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 eh bien, c'est faux. La lutte contre les drogues fonctionne de la même manière que la lutte contre les assassins, les abuseurs sexuels, la violence conjugale. C'est un combat qui est amené et qui va toujours être amené, quelle que soit la société dans laquelle on vit. Par contre, il est évident que la peine de mort a un impact majeur sur ce genre de criminalité. Et contrairement à ce qui se dit dans les départements de criminologie où on nous dit que la peine de mort est inutile, etc., etc., ce qui est aussi faux. La peine de mort est utile pour des individus avec lesquels il n'y a plus rien à faire. Non pas parce que sur le plan neurologique ils sont atteints, ce qui en ferait des victimes, mais parce qu'on a affaire à des esprits maléfiques, des esprits sataniques, qui veulent exploiter, détruire le genre humain, détruire les gens près d'eux, et qui finalement n'ont qu'une seule ambition, c'est de faire de l'argent et encore de l'argent au détriment de la santé, du bien public et de la sécurité publique. Donc, il faut comprendre que la lutte contre les drogues est une lutte justifiée, les sommes qu'on y investit sont justifiées et que la légalisation de la marijuana, quant à moi, du cannabis, est une erreur extrêmement grave, tout comme ça a été la légalisation de d'autres substances qui peuvent avoir un impact sur le comportement humain. Donc, voilà, ça c'était une partie. Une autre remarque que je ferais par rapport aux drogues, c'est que lorsqu'on parle des chiffres sur la criminalité, on a pas mal d'informations, par exemple, sur les vols, les fraudes, etc. Mais lorsqu'on touche la question du crime organisé, est-ce qu'il y a des chiffres sur le crime organisé, comme tel, la criminalité reliée au crime organisé? Eh bien, on n'en trouve pas. Et là-dessus, à l'époque, lorsque j'ai fait du travail pro bono, à l'époque, pour le sénateur Boisvenu, on avait fait des recherches sur les chiffres de la criminalité. Et malheureusement, on ne trouve pas de paramètres, criminalité organisée, drogue. C'est comme si l'intelligentsia de la criminologie devenait soudainement muette, sourde et aveugle. C'est spécial. Enfin. Je pourrais revenir là-dessus parce que peut-être que la situation a changé depuis quelque temps. Mais à mon avis, nous sommes toujours dans cette décision de rester à l'aveugle. Maintenant, il faut comprendre ce que j'ai constaté au cours de ma carrière pendant mes 28 années pour le Service correctionnel du Canada, c'est que la très, très, très grande majorité, je n'ai pas de chiffre là-dessus malheureusement,
des crimes sont commis par des personnes sous influence. Autrement dit, une personne qui est, comme on dit en bon québécois, à jeun, qui est à sec, ne commet pas de crime. La criminalité est directement reliée à la consommation de drogue légale et illégale. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par, je vous ai parlé de drogue au sens large. Maintenant, je vais vous parler de la drogue au sens du code criminel des annexes. Maintenant, on parle du fentanyl, le crystal meth, la cocaïne, l'héroïne, la blanche, la brune, etc. Et là, dans les annexes du code criminel, vous avez des descriptions extrêmement techniques sur lesquelles que je n'aborderai pas parce que c'est trop technique et que moi-même, n'étant pas chimiste, des spécialistes comme tels, si vous voulez, de ces molécules complexes, eh bien, je vous dirais simplement qu'elles sont illégales, que des amendes sont prévues pour possession, distribution, etc. Bon. Voilà. Je vérifie mes notes ici parce que on va aborder plusieurs sujets et que cette vidéo va être plus longue que d'habitude. En ce qui concerne l'impact des drogues sur le cerveau humain, il y a la décision McUltra de la Cour fédérale américaine qui apparaît dans mon traité, soit dit en passant. Maintenant, il y a des décisions de la Cour suprême en relation avec les drogues qui doivent nous interpeller. Comme par exemple la décision Smith qui a été rendue dans les années 90 et qui abolit le 7 ans minimum pour importation. C'est une décision qui a eu énormément d'impact et on l'a vu que des importateurs de drogue en grande quantité pouvaient finalement s'en tirer relativement bien avec des sentences relativement légères compte tenu de ce qu'on appelle le bon temps, la détention préventive et la libération statutaire. Et surtout pour les premières sentences avec la libération sixième. Écoutez, la loi sur le système correctionnel et la liberté sous condition comporte énormément de subtilités. C'est une loi relativement complexe. Si on prend en compte avec ça, évidemment, le temps passé en détention préventive qui comptait pour double à une certaine époque, qui est revenu à temps simple maintenant. Si on prend en compte la libération statutaire aux 2/3, si on prend en compte d'autres, par exemple, les possibilités de libération conditionnelle de jour, ou encore la libération au 6e qui a été introduite par le gouvernement chrétien, eh bien, vous avez des importateurs qui font très, très peu de prison et qui rentrent la drogue ici. Sauf pour les récidivistes. Bien sûr, pour les récidivistes, à l'importation, c'est plus sévère. Mais je n'irai pas dans les détails du calcul de sentence pour ce genre d'individus. Deuxième décision de la Cour suprême extrêmement importante et troublante, c'est la décision Stinchcomb qui a aussi été rendue dans les années 90 et qui fait en sorte que la communication de la preuve aux avocats de la défense doit être totale dans son intégralité, contrairement à la décision Brady aux États-Unis où finalement c'est simplement la preuve disculpatoire qui peut être communiquée qui doit être communiqué à l'Attorney General, c'est-à-dire au représentant, au District Attorney, finalement, qui est à l'avocat de la défense, par le District Attorney à l'avocat de la défense. Et je me suis confondu un peu. Donc, c'est simplement la preuve disculpatoire. Alors qu'ici, au Canada, c'est la totalité de la preuve qui est communiquée par la couronne à l'avocat de la défense. Ensuite, vous avez la fameuse décision Jordan, n'est-ce pas, sur les fameux 30 mois. Qu'un procès doit avoir lieu à partir du moment que la personne est accusée. Le procès doit être fait dans le délai de 30 mois, là, ou enfin commencer à tout le moins là, dans le 30 mois. Ensuite, vous avez la décision Brown, qui est une décision toute récente, qui reconnaît la défense d'intoxication extrême. Ce qui est une décision majeure, puisque finalement, on reconnaît la possibilité finalement que la personne qui est extrêmement intoxiquée ne peut
formuler, ne peut comprendre, n'a pas finalement de ce qu'on appelle l'intention criminelle, la mens rea. Et à ce moment-là, si elle commet un meurtre, eh bien, elle est considérée ne pas être capable de distinguer le bien du mal. Donc, elle s'en tire, elle n'est pas criminellement responsable. C'est une décision extrêmement lourde. J'ai de la difficulté à comprendre les conséquences de ça. Et bon. Ensuite, il y a eu de nombreuses décisions des différents tribunaux inférieurs par rapport à la Cour suprême qui ont aboli les sentences minimum. Le gouvernement Trudeau a passé une loi récemment abolissant les sentences minimum pour les crimes commis avec des armes de poing. Mais d'un autre côté, il a réagi en disant, ben là, ça va être l'interdiction des armes de poing. Essayez de comprendre la cohérence, probablement en réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis dans les écoles. Bon. Maintenant, j'ai terminé mon hiatus sur les drogues. Maintenant, je vais en fait mon exposé sur les drogues. Je vais aborder la question du sexe. Et là, il y a un lien à faire entre les drogues et le sexe. C'est que de nombreuses agressions sexuelles sont commises par l'utilisation des drogues. Et souvent dans le contexte de consommation de drogues chimiques, et en particulier la cocaïne, le crystal meth, le fentanyl et tous les opiacés finalement. Le but est évidemment des drogues, des trafiquants de drogue, lorsqu'ils attirent des jeunes filles, c'est de les inciter, de les amener à la prostitution, de casser leur volonté, de casser finalement leur résistance intellectuelle, leur capacité d'analyse, leur capacité de comprendre, et finalement d'annihiler leur volonté de résister. Finalement, ils n'ont plus la volonté, elles se laissent aller. Et c'est aussi vrai aussi pour en fait toutes les formes de sexualité commercialisée ou tarifée ou sous l'emprise d'un proxénète quelconque, d'une organisation criminelle quelconque. Le but de la drogue, évidemment, c'est de réduire l'être humain à être finalement un animal sans conscience, sans volonté, au service d'un exploiteur qui, lui, qui cherche c'est de faire de l'argent. Autrement dit, d'annihiler le consentement libre et éclairé pour finalement que la personne devienne un objet dans un système commercial, ce qui peut mener aussi au trafic, à la vente de personnes, etc. Parce que finalement, on veut réduire la personne à ne plus être une personne, mais un petit animal traqué, effarouché, nerveux, nerveuse, et qui rend des services moyennant rétribution. Et cette rétribution, et pas moyennant contribution, dis-je, moyennant un prix, et à ce moment-là, de partager avec le proxénète l'organisation. Il faut comprendre que la légalisation des drogues va avoir pour effet, de la marijuana ici, je fais référence, a certainement eu pour effet d'augmenter, n'est-ce pas, l'emprise des pervers, des proxénètes potentiels qui veulent bien sûr étendre leur marché et aller chercher de nouveaux clients. Il faut comprendre que dans cette perspective, les drogues causent des dommages irréversibles à la personne humaine, tant sur le plan psychologique, le fait d'être réduit à être une personne utilisée dans des manipulations à caractère sexuel, dans des échanges, dans des relations à caractère sexuel tarifées, eh bien, tout ça a un impact psychologique, sans parler de l'impact neurologique, mais je ne suis pas médecin, sur le cerveau, j'ai vu lors de mes sessions avec des toxicomanes, des héroïnomanes en particulier, comment ces gens-là sont atteints, difficulté d'apprentissage, difficulté à lire, difficulté de composer des phrases, de résoudre des problèmes simples d'arithmétique, d'algèbre avec une inconnue, difficulté à s'exprimer, à communiquer, à partager leurs émotions, difficulté finalement dans l'apprentissage en général, que ce soit les langues, l'arithmétique, les mathématiques. La lecture des journaux est devenue compliquée. Les gens qui ont beaucoup consommé ont beaucoup de difficultés à lire les journaux, à lire 2-3 paragraphes.
et finalement à répondre à un test, par exemple, de questions sur un texte en langue française ou en langue anglaise, parce que je faisais affaire avec des détenus anglophones souvent. Eh bien, tout ça contribue à détruire la personne humaine et à réduire sa capacité d'apprentissage, sa capacité à trouver un emploi, sa capacité à maintenir une relation émotionnelle stable avec une autre personne, donc à vivre en couple. Et tout ça est absolument tragique et épouvantable et cause des dommages énormes à la société, va coûter cher à l'État. Et là, finalement, lorsque la personne est très endommagée, eh bien, on offre mourir dans la dignité, n'est-ce pas? Soins de fin de vie. N'est-ce pas? C'est ce qu'on va offrir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, aux toxicomanes, aux sans-abri, aux itinérants. Soins de fin de vie, c'est vers ça qu'on s'en va. Ça s'appelle du nazisme. Hein, c'est le programme Action dans les années 30. Et là, l'État, en légalisant les drogues, a poussé des milliers de jeunes, des milliers de femmes dans la prostitution, des milliers de jeunes dans la rue. Et là, on leur offre l'injection finale. Quelle belle société! Quelle belle société! Finalement, je vais aborder rapidement la question des armes à feu. Évidemment, lorsqu'on fait l'association des drogues et du sexe, on comprend qu'on est dans un monde marginal. On vient de tomber dans ce qu'on appelle le monde interlope, qu'on appelait autrefois le monde interlope, qui est le monde de la criminalité organisée, qui est le underworld. Et là, dans le underworld, eh bien, il y a des groupes. Et les groupes, évidemment, quand un groupe n'est pas satisfait de la clientèle ou n'est pas satisfait des services ou des distributeurs ou d'un fabricant quelconque, eh bien, on ne peut pas appeler la police ou dire on va aller en cours. Non, ça se règle entre eux, là. Et c'est là que les armes deviennent extrêmement importantes, les armes de poing, parce que les réseaux de trafiquants de drogue, les proxénètes, évidemment, se surveillent et finalement essaient d'étendre leur territoire. Et c'est là, passez-moi l'expression en bon québécois, que la chicane pogne. Et là, les armes sortent. Et évidemment, les armes de poing, ce sont des armes de poing illégales. Ce ne sont pas des armes qu'on va acheter au centre, dans un centre de chasse et de pêche, là, n'est-ce pas? Ce sont des armes obtenues clandestinement avec des numéros de série limés, des armes, parfois des armes militaires. Généralement, c'est le Beretta ou le Smith & Wesson classique et on règle ses comptes comme ça. Parfois, il peut y avoir un Uzi qui coûte très cher. Une AR-15 ou 1000, bon, c'est un peu gros, là. Mais peu importe, les armes deviennent importantes. C'est ce qui stabilise et qui établit, si vous voulez, le contrôle dans le monde interlope. Ces armes, eh bien, ils se les procurent par le biais, évidemment, la frontière canadienne et la frontière américaine, n'est-ce pas? C'est une frontière qui est extrêmement longue et qui est pleine de trous. Il y a des sentiers de contrebande qui existaient dans les années 30 et qui continuent peut-être d'exister. Il y a les réserves autochtones. On sait que les Autochtones ont leur propre police. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide ou en fait... mais vous savez, des sentiers de contrebandiers, il y en avait aussi à l'extérieur des réserves autochtones. Et donc, il ne faut pas blâmer nécessairement les Autochtones pour cette situation-là parce que dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des réseaux de contrebandiers et du marché noir pour n'importe quoi. Je veux dire, quand on parle de marché noir, on parle de bouffe, on parle de peau, hein, il y avait des peaux. Le Canada avait une réputation pour ça, la fourrure. Hein. Et il y avait aussi, le sirop d'érable, toutes sortes de produits finalement, et des réseaux qui ont fonctionné, qui ont opéré pendant fort, fort longtemps, et à grandeur de la frontière. Donc c'est une frontière extrêmement difficile à protéger, et il n'y aura pas de solution miracle. Ça va être compliqué, d'autant plus qu'aux États-Unis, les armes, ben, c'est le Second Amendment, hein, n'est-ce pas? C'est sacré, c'est un droit constitutionnel. Les Américains se méfient des gouvernements. Et là-dessus, je pense qu'ils ont raison. L'expérience canadienne montre que les citoyens américains ont raison de se méfier de l'État, des gouvernements. Simplement voir le gouvernement, le Parti libéral veut légaliser des drogues, légaliser d'autres drogues et possiblement légaliser la prostitution aussi pour aller chercher des fonds.
sans prendre en considération le dommage que tout ça, ça cause à la santé publique. Mais eux disent qu'il ne faut pas punir, il faut guérir. Mais le problème, c'est que les drogues causent des dommages irréversibles. Et c'est ça que j'ai constaté pendant mes 28 années. Et c'est un peu ça la conclusion, si vous voulez, de ma vidéo d'aujourd'hui. C'est que les drogues, légales et illégales, finissent par causer des dommages irréversibles. Et là, il est trop tard, on ne peut plus revenir. On ne peut plus revenir. Et ça, c'est sad. S-A-D. C'est triste. C'est triste. Et les médecins, les moyens pour la médecine de guérir des dommages neurologiques, et je le sais, je suis une personne âgée, n'est-ce pas? Je suis une personne handicapée, je suis une personne malade de la sclérose en plaques, et je peux vous dire que la neurologie est à l'âge de pierre. Et que les drogues attaquent le système nerveux. C'est la raison pour laquelle elles modifient le comportement, elles modifient le mode de pensée, le mode de réflexion, le mode d'apprentissage, le mode d'entrer en relation avec les autres. N'est-ce pas? Donc, mon message d'aujourd'hui est simple. Il faut continuer le combat contre les drogues. Et de dire que la lutte contre les drogues est inutile, inefficace, c'est un sophisme, c'est faux. C'est faux. C'est aussi faux que de dire on devrait légaliser le meurtre. C'est une absurdité absolument épouvantable que de vouloir légaliser les drogues. C'est la seule façon. Combattre les drogues, c'est une façon aussi de combattre les agressions sexuelles, de protéger les femmes, les enfants, de protéger les communautés et de maintenir des sentences sévères. C'est la raison pour laquelle aussi je suis un partisan de la peine de mort, que ça peut déplaire à certains, mais je suis un partisan de la peine de mort. Et là-dessus, les Chinois, l'expérience chinoise en Chine, avec les trafiquants de drogue qui subissent la peine de mort dans bien des cas, eh bien, a prouvé son efficacité. On ne va pas vendre du pot à Pékin. Si vous voulez faire de la prison, du temps dur, du temps sévère, essayez-vous. Donc, voilà, c'était ma conclusion pour aujourd'hui. J'ai assez parlé. Et ce qui aide beaucoup dans la question des drogues, et ça je l'ai constaté de mes yeux vus avec des détenus fédéraux dans des prisons fédérales, c'est que la question de la foi, la question de l'expression par la prière, la lecture de la Bible, la réconciliation entre détenus qui ont des problèmes de toxicomanie et une approche constructive de la part des intervenants, empathique et aidante, donne des résultats, mais ne corrige pas les dommages irréversibles causés au cerveau. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vu la difficulté d'apprentissage des langues, des mathématiques, d'entrer en relation avec les autres, de répondre à des textes, de faire des lectures. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel du message d'aujourd'hui. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne et excellente journée. Partagez, n'hésitez pas à partager. Et dites-le moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, bien entendu aussi. Là-dessus, au revoir et à la prochaine.